Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ce matin pour ce webinaire du CRIP avec Netmetrics et Stamus Networks. Ce matin, le sujet sera la détection et la neutralisation des menaces cachées avec le NDR. Donc, je laisserai Olivier et Eric ici présents vous détailler ce sujet dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler que vous avez donc cet espace de chat sur la droite de votre écran que vous pouvez utiliser tout au long de la session pour y écrire vos remarques et vos questions. Évidemment, Eric et Olivier se feront un plaisir d'y répondre. Je vous laisse la parole à tous les deux. Ok, parfait. Merci, Lucie. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Eric et moi-même serons vos hôtes pour ce webinaire. Je vais commencer les présentations. Donc, je suis Olivier Vaugrenard, fondateur et CEO de Netmetrics. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Netmetrics est un intégrateur et distributeur de solutions pour l'observabilité, la performance du SI et la cybersécurité. Et dans ce pôle cyber, nous proposons une solution de type NDR de la société Stamus Networks, avec qui nous avons un partenariat fort depuis plus de 2 ans maintenant, et avec en commun plusieurs beaux projets de déploiement. Donc, je vais laisser Eric de Stamus Networks se présenter. Oui, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je suis Eric Lebon, je suis un des cofondateurs de Stamus Networks, société qu'on a créée en 2014. Je suis actuellement le directeur technique. Et puis, j'ai un passé sur les pare-feux Linux où j'ai fait partie de la core team de Netfilter. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le développement de Suricata, donc le moteur d'analyse de détection des menaces qui est développé par l'OISF et qui est massivement utilisé dans beaucoup de solutions propriétaires et dans beaucoup de solutions maison, on va dire. Et aussi, quelque chose que je voulais mentionner, c'est qu'on travaille avec l'OTAN à Stamus, notamment on donne des formations, on participe aux exercices qui nous permettent de tester dans des conditions réelles d'attaque critiques, on va dire, nos produits. Et puis, si vous avez besoin de lecture ce week-end, on est aussi éditeur d'un livre gratuit disponible en PDF et en e-book, gratuit open source, qui est un livre pour la découverte des fonctionnalités de Suricata et de l'analyse réseau. Ok, très bien. Merci Eric. Je vais continuer la présentation. Alors, juste pour renforcer le message que nous a laissé Lucie, donc n'hésitez pas à laisser vos questions dans le chat. Et Eric et moi-même, on essaiera d'y répondre en temps réel. Et pour les questions sans réponse, on les reprendra à la fin du webinaire. Et voilà, donc on va essayer de faire en sorte que cette session soit la plus interactive possible. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que le NDR? Donc, petite définition concernant ces trois lettres, donc qui veut dire en fait Network Detection and Response. En fait, c'est une solution de cybersécurité qui analyse les paquets circulant sur le réseau afin de détecter les menaces et activités malveillantes. Alors, quelles sont les raisons principales pour la mise en place d'une solution de type NDR? Donc, première raison, c'est la détection avancée des menaces. Le NDR, lui, va se focaliser sur l'analyse du trafic réseau en temps réel pour identifier les comportements anormaux comme les attaques avancées et logiciels malveillants ou les mouvements latéraux. Deuxième raison, avoir une visibilité complète de tous les segments du réseau, y compris les environnements cloud, data center, les réseaux industriels ou les périphériques connectés de type IoT. Alors, cette visibilité globale permet de détecter les anomalies qui pourraient passer inaperçues avec des outils de sécurité traditionnels. Donc, voilà, ça c'était pour le deuxième point. Troisième point important, fournir une réponse rapide et automatisée pour offrir des capacités de réponse proactive. Le but étant d'isoler automatiquement une menace, de bloquer les connexions malveillantes en s'appuyant sur des solutions tierces et de déclencher des alertes en cas d'incident critique. Tout ça pour réduire en fait le temps de réponse aux incidents, ce que l'on appelle le MTTR, le Mean Time to Response, et limiter les impacts sur l'entreprise.
Quatrième raison, détecter des menaces internes. Contrairement à d'autres solutions qui sont axées sur la périphérie du réseau, le NDR va détecter les activités suspectes venant de l'intérieur du réseau. Dernier point, mais il y en a d'autres, mais bon, ce sont les points les plus importants que l'on a listés ici, c'est s'adapter aux menaces modernes. Sachant que les cyberattaques évoluent constamment avec des tactiques de plus en plus sophistiquées comme les ransomware, les attaques ciblées de type APT ou les campagnes de phishing complexes, le NDR est vraiment conçu pour s'adapter à ces nouvelles menaces grâce à des modèles d'analyse comportementale et des mises à jour continues des signatures. Alors, sur la définition, la définition du NDR par le Gartner. Le Gartner, lui, va parler de triade pour un SOC moderne et dont le NDR est un des piliers de ce SOC moderne. Les deux autres piliers sont l'EDR et le SIEM. Alors, ce triptyque EDR, NDR et SIEM permettent une protection dite multicouche et le NDR va offrir un contexte réseau aux données collectées par le SIEM et l'EDR, en améliorant ainsi la compréhension et la corrélation des événements. Alors, chaque solution va couvrir des périmètres différents, mais vont être complémentaires. Le NDR, vous l'avez compris, se concentre principalement sur le trafic réseau, y compris les communications intersystèmes, trafic Est-Ouest, les segments du réseau et bien sûr tout ce qui va être lié aux environnements cloud. Le NDR va détecter les attaques qui transitent par ce même réseau, même si elles n'affectent pas directement un endpoint ou ne génèrent pas d'événements détectables par le SIEM. Quant à l'EDR, lui va se concentre bien sûr sur les endpoints. EDR veut dire Endpoint Detection and Response, donc tout ce qui va concerner les équipements d'extrémité de type ordinateur, serveur, appareil mobile, etc. Et analyse leur activité, les activités de ces endpoints en profondeur. L'EDR va capter les menaces au niveau de ces endpoints, bien sûr, comme l'exécution de logiciels malveillants ou des accès non autorisés. Alors, quant au SIEM, lui, son rôle est de centraliser et corréler les logs provenant de diverses sources de type firewall, serveur, applications et autres. Et le SIEM va fournir une vision d'ensemble des événements de sécurité, mais celui-ci va être très dépendant des données qui vont lui être fournies. Alors, avec l'EDR et le NDR, les capacités du SIEM vont être décuplées en centralisant et en corrélant les logs avec les événements provenant de l'EDR et du NDR, ce qui va permettre de réduire les angles morts. Alors, vous l'avez compris, en combinant ces technologies complémentaires, les équipes de sécurité peuvent détecter des attaques qui, isolément, échapperaient à l'un de ces outils et leur permettre de s'adapter aux défis de sécurité des environnements, je dirais, complexes et aux menaces les plus récentes. Alors, choisir une solution de type NDR est une décision stratégique pour augmenter la surface de détection. Et les principales raisons de privilégier ce type de solution sont bien sûr renforcer la détection proactive, réduire les risques d'incidents, gagner en visibilité et réduire, comme je le disais tout à l'heure, les angles morts. Alors, en termes de cas d'usage, les profils des utilisateurs que l'on rencontre régulièrement sont les suivants. Donc, premièrement, on a des clients qui possèdent déjà une infrastructure cyber mature avec des équipes, avec les équipes associées. Donc, ce type de client a déjà mis en place un EDR et un SIEM, en mode managé ou pas d'ailleurs, et va avoir besoin de compléter son dispositif existant avec du NDR. Donc, en général, ce qui est déployé en premier, c'est le SIEM et l'EDR, et tout de suite derrière, le NDR est privilégié par ce type de client.
Alors, on retrouve également des clients qui n'ont pas la responsabilité ou la maîtrise des endpoints. Et dans ce cas précis, le NDR est vraiment plus que pertinent. Le NDR donnera à ce type de client une visibilité avec des capacités de détection sur ce qui transite sur son infrastructure réseau. Et autre cas que l'on rencontre également, ce sont des clients qui ont déployé uniquement un EDR et celui-ci pourra, en combinant le NDR, on pourra étendre sa capacité de détection et la mise en place du SIEM dépendra des capacités financières à acquérir et surtout à gérer ce type de solution. Donc voilà un petit peu les 3 cas que l'on rencontre le plus souvent. Ici, ce sont quelques extraits d'articles de presse qui indiquent que certaines attaques ont échappé à la détection des EDR. Mais pour être complètement transparent et franc, en fait, nous aurions pu mettre également des articles avec les mêmes types de contenus pour le NDR, de façon générale. Tout ça pour dire qu'aucun système n'est fiable à 100%. Ce qui est vraiment important, c'est la complémentarité des outils afin d'augmenter la surface de détection. Je dirais que l'union fait la force. Je rajouterai un truc tout de même. C'est que le réseau ne ment pas. C'est-à-dire qu'on peut évader un comportement, un EDR parce qu'il y a des soucis il y a des techniques qui existent. On peut aussi le faire sur la partie analyse réseau. Mais dans tous les cas, les attaquants sont obligés de sortir pour communiquer avec l'extérieur et ensuite décider comment s'implanter et étendre leur emprise sur le réseau. Donc, on a toujours une sortie réseau qui est obligée. Et lorsqu'on a des endpoints avec un EDR, on a déjà une bonne protection qui est complétée par le NDR. Mais dans pas mal de cas, on ne peut pas installer d'agence sur certains environnements. Et donc là, il n'y a que le réseau qui peut faire foi. Tout à fait. Ouais. Alors, autre article de presse et qui indique en fait que les attaquants ciblent de plus en plus, et là je rejoins un petit peu ce que disait Eric, mais sur un autre point qui est l'infrastructure réseau. Donc les attaquants ciblent de plus en plus les infrastructures réseau. Et dans ce cas précis, le NDR est plus que pertinent. Alors, sur ce slide, nous avons résumé, et la liste n'est pas exhaustive, hein, bien sûr, résumé les critères qui nous semblent les plus importants pour acquérir et utiliser une solution de type NDR et éviter certains écueils. Nous avons vu que le mix de technologies de type EDR, NDR et SIEM va permettre d'augmenter la surface de détection. Et bien, ce concept d'utiliser des technologies de détection différentes et complémentaires va s'appliquer également au NDR lui-même. Plus celui-ci utilisera des technologies différentes et complémentaires, moins il générera de faux positifs. Et Eric complétera ce que je dis un peu plus tard. Et nous savons tous que les faux positifs sont la bête noire des analystes. Donc, avoir le moins de faux positifs, avoir une solution qui génère peu de faux positifs est primordial. Alors, deuxième critère, c'est chaque entreprise a ses particularités. Et il est donc essentiel de pouvoir personnaliser simplement les règles de détection. Sinon, le risque, encore une fois, est d'avoir des faux positifs que l'on ne souhaite pas, voir. Troisième point, lorsqu'un événement est généré par le NDR, chaque événement doit être accompagné de contexte. Donc, la mise à disposition de métadonnées pour les analyses approfondies post-incident est primordiale. Pour confirmer que ce n'est pas un faux positif, et deux, comprendre comment l'attaque s'est déroulée. Et Eric, encore une fois, ira un peu plus dans le détail un peu plus tard. Quatrième critère, il faut pouvoir isoler automatiquement un asset lorsque un événement est critique.
Et on voit que nos clients nous demandent de plus en plus d'interagir avec les EDR ou avec les systèmes de type SOAR et avec le SIEM. Donc, tout ça pour permettre de contenir une attaque et donc de minimiser l'impact sur l'entreprise. Et dernier point, là, je vais ouvrir des portes ouvertes, mais je pense que c'est important. Et on le voit de plus en plus avec nos clients, c'est que le déploiement, la configuration et l'intégration d'une solution de type NDR doit être flexible et simple. Ça ne doit pas être une usine à gaz à déployer. Et même chose pour l'opérationnel au quotidien de ce type de solution. L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à personnaliser. Avoir une très belle IHM, c'est très bien, mais avoir une IHM qui soit pertinente et simple d'utilisation, c'est encore mieux. On se retrouve avec beaucoup de clients qui utilisent des solutions, ou qui utilisaient des solutions qui étaient très jolies, mais très complexes à utiliser. Donc, privilégier la simplicité et l'efficacité. Voilà, je vais laisser la main à Eric. Eric, je pense que tu vas faire quelques compléments par rapport à ce que j'ai pu dire. Donc, je te laisse la main. Oui, ok. Donc, à Stamus, on développe une solution, on développe et commercialise une solution qui s'appelle Stamus Security Platform, qui a été commencé à être créée avant que l'acronyme NDR soit introduit. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, on avait suivi dans l'évolution du produit au cours des 10 ans de la société l'évolution en fait qui nous a mené naturellement de par les échanges avec nos clients et les améliorations qu'on a apportées tout au long de la vie du produit à une solution de type NDR. Si on prend la problématique qui est... Pardon. C'est un truc bizarre. Ok, si on prend la problématique qui s'est passée... ce qui s'est passé, c'est que la technologie principalement de type détection d'intrusion IDS a été très longtemps même déclarée morte par Gartner il y a quelques années. La motivation principale était que très, très souvent, il y a de l'information qui est disponible. Donc là, si on prend la pyramide de gauche, il y a inversé, il y a de l'information qui est disponible, mais en très grand nombre. Et donc, on est sur le classique problème de chercher une aiguille dans une botte de foin. Et on cherche à comprendre ce qui se passe. On doit faire des hypothèses, confirmer les hypothèses et revenir et réitérer jusqu'à temps d'avoir à peu près trouvé toutes les aiguilles dans les bottes de foin en fonction des hypothèses. C'est donc extrêmement massif en termes de démarche. Et finalement, le problème, c'est qu'on parle de la botte de foin et pas des aiguilles. Et donc, la promesse du NDR, c'est d'utiliser tout un ensemble de technologies pour limiter le nombre d'événements qu'on va avoir à traiter et ensuite arriver à avoir moins de travail pour les analystes et qui puissent ensuite se focaliser sur l'important et qui est la réponse sur incident, c'est-à-dire détecter un vrai problème et agir sur ce vrai problème ensuite derrière. Un des soucis qu'on a avec... Pardon, pas des soucis, excusez-moi. Une des deux approches qu'on a et qui est possible, c'est d'utiliser différentes technologies. Certains proposent d'utiliser uniquement l'intelligence artificielle. Et dans ce cas-là, ils sont assez souvent confrontés avec un problème, c'est que beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle ou de machine learning vont avoir une réponse avec, pas forcément binaire, mais pas très loin d'être binaire, avec il y a une menace ou il n'y a pas une menace. Et la problématique après derrière, ça va être pour reprendre ce qu'avait dit Olivier tout à l'heure, ça va être de comment je peux être sûr que je n'ai pas une détection qui a détecté soit quelque chose qui était tout à fait OK dans mon environnement, soit ce que j'appellerais un vrai faux positif, qui est une détection erronée. Et donc, pour ça, il faut pouvoir avoir le maximum de contexte, d'informations sur les flux réseau et arriver à comprendre, arriver à présenter ça à l'analyste de manière à pouvoir rapidement et efficacement
Excusez-moi, mais pardon, les voisins qui ont décidé de faire de la perceuse. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère que non, normalement ça devrait. Non, ça va. Ok. Et donc, on va pouvoir comme ça arriver à limiter en fait le temps qui va être passé par l'analyste pour évaluer un événement. Parce que c'est bien beau d'avoir diminué le nombre d'événements, mais si pour arriver à comprendre les événements, vous avez besoin par exemple d'attaquer les fichiers PK, donc les traces binaires, de les ouvrir dans un outil annexe comme Wireshark pour arriver à comprendre ce qui s'est passé, ou à effectuer des corrélations entre différents événements de manière obligatoire, dans ces cas-là, vous allez passer plus de temps à étudier chacun des événements. Vous n'allez peut-être pas manquer les événements, mais vous allez avoir une charge mentale et une charge de travail qui va être importante. Donc, ce qu'on propose chez Stamus, c'est une approche basée multi-algorithme avec ce qu'on appelle les déclarations de compromission, qui sont des menaces imminentes et sérieuses, sur lesquelles on a une forte probabilité d'avoir des attaques qui sont réelles. Et pour vous aider, pour aider en fait, les analystes à comprendre le contexte, on fournit aussi une timeline avec l'évolution de la menace et l'intégralité des contextes disponibles qui vont des transactions protocolaires jusqu'au fichier PCAP que je mentionnais tout à l'heure pour avoir la capacité à comprendre en fait ce qui s'est passé. Passe au suivant, oui. Donc, de par l'évolution du produit et de par le fait qu'on utilise Suricata derrière, c'est pour ça qu'on avait tout ce truc-là, on a en fait une solution qui est une combinaison de technologies. On est à la fois un IDS, du Network Security Monitoring et du NDR. On n'a pas rejeté une technologie pour simplement présenter une vue NDR. L'idée pour nous est de dire que si je présente uniquement une vue NDR, à ce moment-là, je vais avoir finalement la version de l'éditeur de l'activité de mon réseau. Mais est-ce que l'éditeur a vraiment la connaissance de votre réseau? Il ne l'a jamais. Même si on peut avoir du machine learning pour apprendre une structure réseau, on ne va pas avoir votre expérience métier. L'expérience métier, ce n'est pas un truc que algorithmiquement on va pouvoir déterminer. Je vais prendre un exemple très simple. Si par exemple vous avez, si tu fait partie de la partie customisation des méthodes de détection, si par exemple vous êtes dans une banque et que vous avez des utilisateurs de Tor, donc le système d'anonymisation, vous avez des soucis. Si vous êtes dans une agence de presse qui cherche à communiquer et à cacher ses enquêtes, c'est tout à fait légitime. Donc des choses qui sont des menaces dans un certain sens ne seront pas des menaces dans l'autre. Et je parle en fait ici d'être un truc qui va être complètement générique, mais dans certains cas, vous avez des choses que vous voulez pouvoir paramétrer qui sont propres à vous. Et donc, ce qu'on fait chez Stamus, c'est d'avoir du NDR, aussi de permettre d'escalader vers la partie NDR, ça, donc notamment vers la déclaration de compromission, certains des événements qui viennent de la partie IDS et NSM, pour que vous puissiez construire votre propre menaces personnalisées au-dessus des menaces qu'on va qualifier de génériques, même si elles sont paramétrables, fournies par le produit. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on propose avec un travail qui a été fait notamment sur l'IDS pour qu'il soit moins problématique que l'IDS à l'ancienne. Donc des alertes priorisées, catégorisées, avec des métadonnées. L'intégralité des transactions protocolaires, si vous le souhaitez, à chaque fois, c'est optionnel. C'est pas des briques au sens licence du terme, mais c'est des briques qu'on peut activer ou désactiver dans le produit de manière à limiter la capacité parce que on vit dans un environnement fini, donc on a une capacité de stockage finie et donc on peut vouloir stocker ou pas certaines informations et c'est ce qu'on permet dans le produit de manière complètement transparente. Ouais, suivante. Là, c'est un exemple d'un trafic qui montre un peu la philosophie du produit derrière et de l'approche qu'on a aussi chez Stamus. On a donc un lien où on a 10 gigabits de trafic à peu près par seconde. Sur une semaine, on a 2 millions d'alertes de type IDS, on a 7,2 milliards de transactions. Protocolaire. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir principalement avec un UDS de type Suricata que vous aurez déployé vous-même ou avec une solution qui a décidé de
tout envoyer dans le SIEM pour vous laisser faire le tri dans le SIEM. Sauf que le tri dans le SIEM, il va être assez compliqué si vous voulez faire ce genre de choses. Et donc, ce qu'on a fait avec Stamus, c'est qu'on offre une capacité de trier tous ces événements avec des entrées utilisateurs. Donc, c'est à vous, en tant qu'utilisateur de la solution, de faire cette classification. Mais cette classification, elle se fait de manière efficace en utilisant les métadonnées. Donc, ça permet d'aller assez vite et de bien comprendre et de faire des choses qui sont vraiment métiers. Donc, comme ça, on arrive à réduire le nombre d'événements. Donc, ça, c'est la couche, on va dire, de priorisation locale. Mais on a aussi cette couche de détection générique et multidimension en termes d'algorithme qui va permettre, sur ce même trafic, de juste extraire 2 types de menaces qui ont été trouvées sur 5 assets, sur 5 systèmes. Et donc, on voit bien ici l'effet de réduction du scope au niveau du système. Le point que je voudrais rajouter ici, c'est que on a une consultation à rebours qui est possible. C'est-à-dire que vous pouvez partir, vous avez les déclarations de compromission qui vont vous donner des choses qui sont directement accessibles et sur lesquelles, dans la plupart des cas, il faut lancer la réponse sur incident. Et ensuite, vous pouvez aussi aller voir ces événements priorisés si vous avez besoin, si vous n'avez pas forcément besoin, mais surtout si vous avez le temps ou si ça complète, par exemple, un système une enquête de réponse sur incident. Ou vous pouvez même aller encore sur la partie IDS NSM, pure IDS NSM à gauche, pour avoir la totalité des événements. Donc ça, c'est vraiment à la carte. C'est à vous, suivant le temps qui est disponible pour vos analyses pour le faire. Et pour les analystes ou pour les gens de réponse sur incident, si jamais vous voulez, en fait, après une détection, par exemple, de déclaration de compromission, aller voir un peu potentiellement des signaux faibles qui auraient pu être ignorés par la solution, mais qui sont disponibles dans les autres parties. Donc, ça ne vous perdez pas d'informations comme ça. Suivante. Donc là, on vous montre ici, par exemple, j'espère que c'est lisible pour vous, tout un ensemble de la partie Impacted Asset. Donc là, c'est les déclarations de compromission qui ont été trouvées sur des machines. Et pour vous donner une idée de la quête, du contexte chez Stamus pour faciliter les choses, on a par exemple sous chacune des adresses IP dans la colonne Asset à gauche, on a des noms de machines qui sont disponibles lorsqu'on a réussi à les avoir. Et donc, en fait, ces noms et une classification aussi par rôle, comme est en train de le montrer Olivier, tout ça, c'est fait de manière passive. On va analyser le trafic réseau et en fait faire une espèce d'inventaire du réseau. Par exemple, on peut voir que la première machine à 17501, elle s'appelle Saragossa WinPC et que le dernier utilisateur connecté, c'est Marlo Saragossa @fantasmedia.com dans la colonne de droite. Et donc, on voit toutes ces informations qui sont extraites de manière passive. Tout ça pour savoir que par rapport à la kitchen de Lockheed Martin, on est en action sur objectif sur cette machine-là et qu'on a 4 menaces qui ont été vues. Donc là, on a cette vue d'ensemble. Et là, tu peux passer à la suivante, Olivier. Et on a aussi une vue avec une timeline qui va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Donc, de voir que la 17500, c'était la première machine qui a été contaminée avec une menace qui est Maldoc de mémoire. Ensuite, une autre menace doit être Trickbot. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé, il y a eu un mouvement latéral qui a été fait vers le 1755, ici, qui ensuite a subi toute une suite de compromissions qui se termine avec la couleur marron, qui est PowerShell Empire. Et là, notamment, toutes ces menaces sont nommées, ça c'est une des forces de Stamus. Et en plus, on a une description en fait de qui utilise ce genre de choses, à quoi peuvent être utilisés ce genre d'outils, quelle est leur fonction, et qui va permettre aux analystes, sans avoir besoin d'aller faire une recherche sur Internet, de comprendre ce qui s'est passé, d'avoir le contexte. Par exemple, là, dans le cas de PowerShell Empire, c'est une solution d'administration à distance. Donc là, on sait qu'on est vraiment dans un moment où il va y avoir des soucis, puisqu'on a de l'administration à distance installée sur la machine, qui, si tu fais juste un retour vers l'arrière, Olivier, ouais, pas sur le slide précédent, juste désolé, je vais revenir. Ah, en arrière, là, pardon. Voilà, puisqu'on voit que la 1755, c'est le domaine contrôleur. Donc voilà, donc on a un outil d'administration qui a été installé sur le domaine contrôleur. Voilà, on a une idée directe de l'étendue de la compromission. Voilà, si tu peux repasser à la suite. Oui. Et puis on peut passer celui-là aussi, c'est bon. Ouais, parfait. Donc là, oui, donc ce qu'on a donc là, ce qu'on utilise au niveau de Stamus Security Platform, c'est vraiment, j'allais dire, faire feu de tout bois. On a énormément d'informations au niveau du réseau,
toutes ces informations peuvent être intéressantes si elles sont présentées au moment opportun, si on peut les consulter de manière efficace. Et donc, on va prendre les données de type Network Security Monitoring. On va enrichir les données avec tout un tas d'informations qu'on peut récupérer. On va aussi construire ce que je vous ai montré tout à l'heure, des impacts Host Insight, qui est les cartes d'identité des machines sur le réseau, de manière à fournir du contexte. Et puis ensuite, on va prendre tout ça, on va prendre les informations qui viennent de l'IDS, on va prendre des algorithmes, et on va construire des détections à partir de ces informations-là. Détections notamment pour les déclarations de compromission qui sont en fait des états. Donc, on n'a pas quelque chose qui est basé sur des événements, mais on va vous prévenir de l'évolution dans la petite chaîne de Lockheed Martin des assets. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une notion d'état et pas une notion d'événement, parce que la problématique de toute approche par événement, ça va être d'avoir une succession d'événements forcément. Par exemple, si vous avez un canal de contrôle, la connexion au canal de contrôle va être périodique, potentiellement toutes les minutes. Et donc, toutes les minutes, vous allez avoir un événement provenant de cette machine-là. Et donc, ça, c'est pas une structure qui vous permet qui d'ailleurs n'est pas ce qu'on veut savoir en tant qu'analyste. La seule chose qui est intéressante en tant qu'analyste, c'est de savoir que cet asset est actuellement à un canal de contrôle et est en train de communiquer sur un canal de contrôle, via un canal de contrôle, pardon, et qu'il est en train de faire ça depuis cette heure-là jusque la dernière fois où on l'a vu actif, c'était à ce moment-là. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est ce qu'on fait notamment dans les déclarations de compromission. Ouais, tu peux recliquer, je pense que je peux jouer. Voilà. Donc, on a aussi la partie sightings pour détecter un ministre qui a été nouveau dans un réseau. Ça, c'est très intéressant. Détection automatique de beacon. Et puis, dans la partie IDS, oui, dans la partie IDS, ce qu'on a aussi, c'est la capacité à injecter ses propres signatures si vous avez besoin ou si vous avez les capacités de le faire, ou si quelqu'un vous fournit des signatures. On peut passer au suivant. En termes de déploiement, on a des sondes qui sont déployées de manière, j'allais dire, il y en a quasiment tout qui est disponible sauf les containers, ça sera pour 2025. À savoir qu'on a des machines virtuelles, on a des machines, des installeurs sur votre hardware ou votre propre hardware. Et donc, on a des installations aussi dans le cloud, dans le public cloud, dans la plupart des gros clouds. Et donc, vous pouvez déployer toutes ces sondes, et tu peux passer à la suivante. Ouais. Vous pouvez déployer toutes ces sondes pour vous connecter à un Stamus Central Server, donc l'interface de management, qui peut être soit dans le cloud, soit sur site. Voilà, on est une solution qui est complètement autonome, donc on n'a pas besoin de... Voilà, on n'est pas en mode SaaS à ce niveau-là. Ce sera plus simple de le dire comme ça. Ouais, vas-y. Et on est pour l'ouverture des données, et donc on sort toutes les données qui sont générées par ces sondes vers les différents outils de votre choix avec différents mécanismes. Alors, je vois une question, j'allais dire assez classique, mais parce qu'elle est très importante. Je vois de plus en plus de trafic encrypté en transit. Effectivement, donc on a deux choses en fait sur le NDR. La première, c'est pas une réponse de Normand, mais c'est une réponse de politique. On a de plus en plus de gens qui déploient du déchiffrement. C'est une réalité. Donc, dans ce cas-là, on se retrouve dans le comportement avant, donc il n'y a pas de problème avec le chiffrement. Donc, ça, c'était la réponse de bot en touche. Mais c'est une réalité. On voit vraiment que ça augmente de plus en plus. Et on a d'ailleurs des partenaires pour faire ce genre de choses. Et dans le cas où le déchiffrement n'est pas voulu ou pas souhaité ou pas faisable, dans ces cas-là, on a en fait toujours de l'accès aux métadonnées, notamment au niveau de la négociation du protocole. On a des techniques de type JA4 ou JA3 qui permettent de faire de la reconnaissance d'implémentation, et tout ça combiné permet encore d'avoir une visibilité. Donc, effectivement, on perd beaucoup, ce serait faux de dire qu'on ne perd pas, mais on a encore des détections algorithmiques, des détections par analyse des paramètres TLS qui sont toujours intéressantes. J'espère que j'ai répondu à votre question, Jérémy.
Donc, au niveau de l'intégration, oui. Au niveau de l'intégration avec le produit, vraiment notre philosophie chez Stamus, c'est de se greffer sur le système d'information, surtout le système de gestion de la sécurité en place, et d'arriver j'allais dire en complément, mais oui, mais c'est un peu ça. On est une brique dans votre système, on peut être une brique essentielle, puisque le NDR vous offre une visibilité globale sur le réseau. Mais dans beaucoup de cas, on arrive en complément dans des choses qui sont déjà installées. Et donc là, le but pour nous, c'est de s'intégrer. Et donc, on a des capacités d'export avec le format de données qui est toujours JSON. Tous nos événements sont transférables par syslog. On a aussi un des systèmes de webhook pour prévenir des solutions. Par exemple, ouvrir un ticket automatiquement s'il y a une déclaration de compromission. Je vois une question de Append qui me dit l'adresse pour le monitoring de nos applications. Donc, le monitoring, c'est du monitoring applicatif de performance. Oui, donc si on prend la partie Network Security Monitoring, on a des données complémentaires. Et on a l'orientation sécurité qui n'aura pas qu'un système de type monitoring de performance. Et donc, c'est des données qui sont, à mon avis, compatibles et intéressantes à combiner. Oui. Voilà. Et donc, on est capable d'exporter les informations, mais aussi, on est capable de faire de l'importation de données avec donc l'importation d'indicateurs de compromission, de signatures sur Ekata qui peuvent être parfois disponibles directement importés d'autres outils ou fournis par des partenaires. On peut penser à l'ANSSI en France, par exemple. Et on a une connectivité vers d'autres outils par des liens en profondeur qui est aussi disponible. Donc, ça semble assez simple, mais c'est très efficace pour arriver à pivoter. Parce que le plus important, c'est que les analystes ne perdent pas de temps à faire du couper-coller, à réouvrir une application. Un lien direct vous fait gagner à chaque fois 10 secondes. Et les 10 secondes, au bout de la journée, quand elles se multiplient par plusieurs dizaines, ça devient vraiment intéressant. Suivante. Oui. Oui, donc on a énormément d'interactions. On n'a jamais raté une intégration avec un SIEM. On a toujours réussi à se connecter. Et donc, on a beaucoup de supports différents. Vous voyez aussi des solutions de type Slack. Ici, on est plus sur la partie webhook. On va pouvoir aller sur un système de chat et envoyer les informations. On a aussi des interactions avec les endpoints qui sont disponibles. Par exemple, Sentinel-One ou CrowdStrike, où on peut aller déclencher de l'isolation au niveau des endpoints. Donc, le schéma typique, c'est vous avez une déclaration de compromission qui est détectée et on va ensuite partir pour isoler le poste au niveau de l'EDR. Et on a aussi, on voit en haut à droite, Palo Alto Cortex. Donc là, on a un module qui est disponible dans le magasin de Palo Alto qui va vous permettre d'interagir avec Stamus Networks pour compléter l'information, recevoir les informations critiques et comme ça déclencher des réactions. Et Eric, moi je rajoutais juste une petite chose, c'est qu'on n'a pas le logo ici, mais effectivement, on peut également s'intégrer avec Teams pour tout ce qui va être notifié. Tout à fait, Teams ou Mattermost ou Google Chat, ouais, tout ça sont exactement. Et on a aussi une application pour Splunk, pour les gens qui ont Splunk. Ouais. Suivante. Parce qu'on est presque au bout. Ensuite, intégration tierce pour la partie CTI. Donc, on peut importer la CTI, donc des threat intel depuis Infoblog, depuis MISP, et de n'importe quel outil qui va nous donner des listes accessibles avec une URL en HTTPS, de préférence. Et donc ça permet vraiment de s'intégrer avec pas mal d'outils derrière. Et sur la partie lien, on peut s'intégrer avec tout outil sur lequel on a une clé, sur lequel on peut faire une requêtage. Voilà, on est capable de faire du lien en profondeur et donc d'interroger ce système-là. Voilà. Un point qui est important aussi, c'est que, comme le disait Olivier au démarrage, le plus important, c'est l'interaction des différents composants. Rien de tel que voir le NDR qui vous remonte une information qui est recoupée ensuite avec l'EDR pour vous dire que vous avez un gros problème. Et ça, c'est vraiment critique d'être capable de faire ce genre de choses. Mais ça supporte des formats standards, interopérables
Et ensuite, avec ça, on va aussi pouvoir avoir tout ce qui est détection d'anomalies et détection algorithmique, enfin, tout ce qu'on pourrait appeler IA aussi, qui va pouvoir être faite. Et donc ça suppose qu'on a des données intéressantes, avec des données applicatives, une orientation des événements. Là, ça, c'est un point qui est assez critique, à savoir qui est l'attaquant, qui est l'attaqué. C'est assez simple, mais c'est très rarement fait dans beaucoup d'outils. Et puis des schémas bien définis avec d'homogénéité, de manière surtout limiter les tâches de normalisation qui sont très coûteuses en temps d'ingénierie pour arriver à retomber sur les bons événements. Ok. Oui, on a une question sur le chiffrement. On va peut-être juste avancer à la suite et puis après je repasse sur le chiffrement si on a encore le temps. Bon, on n'a pas que fini. Voilà, juste, je vais aller très vite sur celui-là. Juste sur 2 points, on est capable d'aller à très haute vitesse au niveau des sons, d'avoir des installations multi-systèmes. Donc, on n'a pas peur des grosses entreprises. On a énormément de clients qui sont des grosses entreprises. On a des déploiements en mode isolé, donc en mode air-gapped, où on a les mises à jour qui se font en offline, on n'exporte pas les données, et voilà, on a tout ça. Et le restant, ça a déjà été dit. Et donc, pour le chiffrement, donc on perd de la visibilité, pour faire très court, on perd de la visibilité. Beaucoup plus de gens utilisent le déchiffrement maintenant pour éviter ça. Mais on a pas mal de techniques qui sont déployées pour quand même avoir de la visibilité sur le trafic chiffré. On n'est pas complètement aveugle. Et lorsqu'on a une communication, par exemple, vers une nouvelle adresse IP ou un domaine qui vient d'être créé, ça, on le voit encore en TLS. Et chaque fois, c'est des bons indicateurs. Je pense on va passer les... Alors, on avait quelques slides sur les cas d'usage. Je ne sais pas. Comme tu veux, est-ce que toi, on privilégie quelques questions qui peuvent arriver? Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va profiter des quelques minutes qui nous restent pour y répondre. Ouais, je dirais passe au truc et comme ça je m'interromps dès que quelqu'un a une question. Ok. Ouais. Donc là, le premier cas d'usage, c'est un groupe de restauration en France. C'est une toute petite structure sur la partie, vu leur métier, sur la partie informatique, puisqu'on a un couplage où les administrateurs système et les administrateurs sécurité, c'est les mêmes. Et donc là, ils ont fait une installation où on monitore leur trafic sortant, entrant. On monitore le trafic entre les clients et les serveurs, tout ça en utilisant du port mirroring. Donc, il n'y a pas eu de tape à installer ou de choses comme ça. Et très souvent, ce qui se passe lorsqu'on est confronté à des administrateurs, c'est qu'ils aiment beaucoup la visibilité qu'on porte. Je repense à la remarque tout à l'heure de Mohamed sur la partie APM. On a déjà beaucoup de visibilité en termes de trafic. On n'a pas les indicateurs de performance, de temps de réponse, etc. Mais on a déjà la visibilité sur ce qui fait quoi. Et là, j'aime beaucoup ce cas d'utilisateur parce qu'on a fait un truc que je pensais jamais faire quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là, c'est qu'on a redirigé la création des déclarations de compromission dans un chat Teams de manière à ce que les administrateurs soient en mode réactif. Ils n'ont pas le temps, ils font beaucoup de choses. Et donc, ils sont réactifs, ils sont prévenus dans Teams, ils enchaînent. Et ils sont prévenus dans Teams peut-être une fois par semaine, peut-être moins. C'est vraiment sur des événements critiques qu'ils vont recevoir cette notification-là. Et ils ont aussi même fait du custom, puisqu'on accompagne toujours nos clients, que ce soit Netmetrics ou que ce soit Stamus. On est là pour vous aider lorsque vous commencez à travailler avec nous. Et donc, on a mis en place la détection de connexion SSH sur les serveurs par des utilisateurs non autorisés et principalement en fait des développeurs. Ils sont censés ils peuvent avoir accès aux serveurs, mais ils ne veulent pas qu'ils accèdent aux serveurs. Et donc, on a une détection et une déclaration de compromission qui est mise à chaque fois qu'il y a une adresse IP qui viole cette règle implicite chez eux. Voilà. Et on a aussi à notre goût une grande institution européenne avec laquelle on travaille. On travaille avec beaucoup d'institutions européennes. Donc là, cette fois-ci, on a une équipe de sécurité, juste sécurité, qui est de plus de 50 personnes. Une installation avec une quinzaine de points de collecte, je crois, à peu près. Tout ça connecté avec des tapes et des agrégateurs pour refaire arriver le trafic.
monitoring du trafic interne et du trafic Internet. Ce que font la plupart de nos plus gros clients, c'est qu'ils ont une pré-prod et une prod, donc on est capable de faire des efforts pour que ça soit faisable facilement. L'utilisation des données, elle est faite dans Splunk, donc on a une ingestion des données directement depuis Syslog dans leur cas. On peut aussi faire directement Splunk depuis les sondes, ils ont choisi de le faire depuis Syslog pour faire quelques traitements en amont. Dans Splunk, ils vont définir des use cases et puis dans Splunk et dans un outil, ils vont définir des recharges dans Splunk, mais ils vont aussi définir des méthodes de détection personnalisées. Ils ont des signatures qu'ils ont écrites eux-mêmes et qu'ils déploient. Et puis, ils utilisent certaines des extensions qu'on fournit, certaines d'ailleurs gratuitement, les newly registered domains, donc les domaines récemment déclarés, les déclarations, les détections de mouvements latéraux basées sur des signatures. Tout ça, c'est des choses qu'ils utilisent pour définir leur propre méthode de détection et leur propre use case. Je vois une question sur la certification qualification ANSSI. On est en train d'y réfléchir. On va sans doute lancer le sujet en 2025, mais à l'heure actuelle, c'est pas fait. Mais on utilise, j'ai failli blaguer, mais c'est presque pas une blague, mais on utilise Suricata derrière qui a été qualifié par l'ANSSI. Donc, on utilise un moteur qualifié par l'ANSSI, mais les intégrations autour du moteur ne sont pas certifiées. Petite conclusion, Eric. Oui, donc SAMU Security Platform, on travaille dessus pour vous offrir une solution avec des événements de qualité, un faible taux de faux positifs et beaucoup de contexte pour que la vie de l'analyste soit simplifiée. C'est adapté aux petites organisations parce que tout ce qui est déclaration de compromission, on a des menaces qui sont mises à jour tous les jours qui vont vous permettre d'avoir des bons résultats avec très peu de tuning. Et aussi, à l'opposé du spectre, on a une base de construction pour les grosses organisations. On est capable de se plugger en amont ou en aval avec énormément de solutions. On a un accès aux données qui est complet, on a un faible taux de faux positifs parce qu'eux aussi, ils ont beau être gros, avoir des grosses équipes, ils ont énormément de travail avec le volume d'événements qui est généré. Et les données sont prêtes pour l'IA. Donc, si vous avez des SOC autonomes, des SOC ou des SIEM avec de l'AI à l'intérieur, on est complètement complémentaires. Parfait, très bien. Lucie, je pense que c'est tu arrives pour clôturer le webinaire, je pense. Exactement. Merci à tous pour votre participation. Merci pour vos questions. Merci à tous les deux, évidemment, pour cette présentation. Je vous invite à contacter directement Eric et Olivier pour poursuivre ces échanges. Vous recevrez le replay ainsi que la présentation dans les prochaines heures. Et encore une fois, merci à tous pour votre participation et à très bientôt pour un nouveau webinaire avec le CRIP. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous. Merci. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci.